Nous voici face à deux livres qui sont... il y a des coïncidences d'édition qui sont tout à fait étranges parce qu'elles font ressurgir des histoires personnelles qui sont au cœur de ces deux ouvrages, mais qui sont traités de façon très différente. On va y venir avec l'un et l'autre des deux auteurs, mais qui tournent autour d'une question de secret. Le secret dans une famille ou le secret que l'on se crée pour soi-même. Puisque les deux histoires se passent pendant la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à son terme pour l'une et l'autre, mais que Pierre Birnbaum la continue jusqu'à aujourd'hui et que d'une certaine façon, Grégoire Kaufmann la continue également jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il en hérite de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale qu'il n'a pas connue, bien évidemment. Je vais commencer avec vous, Pierre Birnbaum, parce que il y a ces exercices d'égo-histoire qui ont été mis en place par Pierre Nora et qui ont été un grand moment de l'historiographie française puisqu'il a ouvert une nouvelle voie, pourrait-on dire, de récit de soi quand on est un historien. Et d'une certaine façon, on peut dire que la leçon de Vichy, c'est une suite à ces tentatives, sachant qu'entre-temps, eh bien, désormais, lorsque l'on veut devenir historien et qu'on fait, par exemple, une habilitation à diriger des recherches ou quand on fait un travail de sciences sociales, quel qu'il soit, eh bien, on doit présenter un dossier personnel qui montre comment sa propre histoire croise l'histoire que l'on fait ou son propre travail est nourri par son propre itinéraire. Et d'une certaine façon, c'est ce que vous nous livrez avec la leçon de Vichy qui est sous-titrée une histoire personnelle. Et cela, évidemment, est très important que d'avoir cet adjectif, cette façon de concevoir cette histoire personnellement, puisque vous nous racontez une histoire que vous vous êtes peut-être pas cachée à vous-même, mais qui, d'une certaine façon, a été... disons, marginal dans un premier temps pour devenir central ensuite. C'est un plaisir d'être ici d'abord, en un mot, un plaisir de vous retrouver également. Alors, je dirais que ce n'est pas de l'égo-histoire. Je pense qu'on pourrait partir de cette question-là. En effet, c'est dans la mouvance de ces travaux d'égo-histoire qui ont été lancés par Pierre Nora, mais je pense que s'il y a une spécificité dans ce livre, c'est que c'est de l'histoire. C'est-à-dire que la démarche est celle, j'espère, d'un historien. Enfin, en tout cas, je m'y suis efforcé. Et donc, c'est une histoire... c'est comme si je travaillais sur quelqu'un du XVIIIe siècle avec la même distance. Enfin, évidemment, ce n'est pas la même distance dans l'émotion. Mais le projet de ce livre, c'est vraiment de fonder ce travail sur du matériel empirique, sur des archives, comme je l'aurais fait... si j'étais Alain Corbin en travaillant sur Pinago, il se trouve que je travaille sur moi-même. Donc, je pense s'il y a une originalité dans ce livre, c'est celle-là, c'est d'essayer de conserver une approche, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets scientifiques, enfin universitaires, et de ne pas inventer un passé, mais d'essayer de le fonder sur un matériel. Alors, vous voulez que je dise comment le livre s'est mis en place? Allez-y, ce serait une bonne idée. Je ne sais pas. Donc le livre part d'une rencontre un peu étonnante avec Pierre Assouline. J'avais publié au Seuil un livre qui s'appelle La République et le cochon. Et il y a une interview qui sort dans la revue Histoire. Et à la fin de l'interview, il me demande, au fond, ce qui est le plus proche, ce qui m'émeut, ce qui me tient à cœur, ce qui est important pour moi, et je lui dis Omex. Alors à partir de là, j'ai eu une sorte d'incitation de revenir à ce moment de ma propre vie, et puis d'accepter au fond d'accepter mon passé, d'accepter mon âge, d'accepter mon histoire, d'accepter de m'intégrer à une histoire et de ne plus être autre que ce que je souhaite être. Et c'est très pénible, finalement. Donc c'est une sorte de psychanalyse aussi, d'auto-psychanalyse, qui est de l'historicisation. C'est comme si je suivais Durkheim, j'avais mis la même distance. Donc je suis parti à la recherche de cette histoire, de moi-même, puisque malheureusement pour moi, heureusement pour moi, je suis né il y a très très longtemps, je suis un très vieux monsieur, et je suis né donc à un moment très curieux. Je suis né juste au moment où le maréchal Pétain prend le pouvoir, où les décrets d'exclusion datent de 2 jours avant ma naissance, de 2 jours après ma naissance. Donc au fond, Pétain et le gouvernement m'excluent par avance
de ce qui va être mon objet d'étude pendant toute ma vie, c'est-à-dire l'État, et le caractère un peu laudateur qui a été le mien d'imaginer que l'État est un véritable État à la Max Weber, si vous voulez, est un État protecteur de tous les citoyens, de son espace public, un État rationnel, un État qui est proche de l'universalisme et qui est protecteur de l'espace public. Et donc, un État qui est coupé du religieux, un État qui est coupé de la classe sociale, un véritable État qui poursuit une mission de libération et d'émancipation. Alors, il se trouve que pendant Vichy, puisque je suis né à ce moment-là, l'État qui portait ce nom, c'était quand même l'État français. Donc il y a déjà un changement dans la dénomination de l'État. Et il se trouve que cet État a voulu ma peau. Et que cet État donc, a souhaité que je disparaisse de la Terre. Et donc je suis confronté avec une certaine émotion, je ne sais pas si elle transparaît dans le livre, mais oui, à un matériel épouvantable où je me vois pour la première fois de ma vie dans les archives du commissariat général aux questions juives, dans les archives de la préfecture, dans différentes archives de police. Aussi vous et votre famille? Moi, bien sûr, ma famille et moi-même. Mais ma famille, je pourrais travailler dessus, mais moi-même, c'est quand même autre chose. C'est-à-dire qu'il y a là une sorte de c'est quelque chose de plus, je dirais, dans cette aventure. Évidemment, j'aurais pu faire comme Jablonka ou comme vous-même, de travailler sur le passé familial. Ça s'est fait. Là, c'est quelque chose qui vous prend davantage à cœur ou au corps. Et c'est très étrange de se trouver soi-même avec son nom, son âge, son date de naissance, dans les rapports de police, des inspecteurs de police qui vous cherchent, pas seulement moi-même, mais moi-même aussi, puisque j'apparais physiquement, enfin j'apparais là. Donc c'est un livre qui raconte cette démarche, qui raconte ces archives, qui raconte la traque et puis les caches. Donc je suis comme beaucoup un enfant caché, mais je n'ai jamais voulu le dire et je n'ai jamais dit en 30 ans ou 40 ans ou 50 ans de carrière, aucun de mes collègues ne sait quoi que ce soit là-dessus. Donc c'est aussi quelque chose un saut dans l'inconnu, on dirait aujourd'hui un coming out, une sorte de révélation que je n'ai même pas voulu transmettre à mes collègues de l'université. Je n'ai envoyé ce livre à personne de l'université, seulement à des amis ou à de la famille, mais jamais pour maintenir au fond cette distance avec le monde universitaire qui ignore tout de ce passé. Et bon. Pourtant, mais on y reviendra dans une deuxième partie, je vais donner la parole ensuite à Grégoire, mais pourtant il y a justement une tentative d'aller plus loin que cette histoire personnelle que vous nous avez racontée, c'est-à-dire vous renouez le fil de votre propre travail et en cela, vous intéressez sûrement vos propres collègues qui vont, je l'espère, acheter ce livre parce que, si, ils le méritent, parce que justement, vous faites le lien entre votre vie personnelle, cette cache, dans tous les sens du terme, et puis la façon dont vous avez envisagé l'État. Vous l'avez dit de manière très brève tout à l'heure, avant de reconnaître d'une certaine façon ce passé-là, de le regarder en face, et dont vous l'envisagez maintenant, après avoir justement regardé en face cette histoire que vous vous étiez d'une certaine façon masqué à vous-même. Le véritable défi de ce livre, c'était d'essayer de sauver la théorie de l'État, puisque cet État a voulu me tuer. Donc comment est-ce que je peux expliquer, comment est-ce que je peux préserver le travail intellectuel que j'ai pu faire pendant tant d'années en reconnaissant que l'État a voulu ma peau. Donc il a fallu trouver une sortie et essayer de montrer que cet État, justement, a perdu toutes ces caractéristiques de l'État. Et il y a par exemple une preuve de la fin de l'État. C'est par exemple le rôle considérable attribué au commissariat général aux questions juives, qui est une structure ad hoc créée par Vichy, et qui est créé tout de suite en 1941 et qui est responsable justement de la traque des Juifs. Or, il se trouve que le commissariat général aux questions juives est mis en œuvre par des militants d'extrême droite, par des fous, par des bouchers, par des journalistes, par des voyous. Et le drame, on ne peut pas le croire, mais on le trouve dans les archives, et même dans les archives sur lesquelles j'ai travaillé moi-même, dans les Hautes-Pyrénées, à Tarbes en particulier, ce qui est absolument inimaginable pour quelqu'un qui a travaillé sur l'État et qui
qui a été tellement impressionné par la fonction publique, enfin le sens de l'État de la plupart des fonctionnaires, les serviteurs de l'État. Ce qui est absolument impensable, c'est que les conseillers d'État, le grand conseil d'État, les conseillers d'État acceptent les ordres, mais sans problème, de ces sous-fifres à la con, de ces gens d'extrême droite qui ne sont pas du tout des fonctionnaires. Et on peut trouver un grand nombre d'exemples où non seulement les conseillers d'État, mais même les recteurs d'université. J'ai trouvé un grand nombre d'exemples où ils acceptent tout de suite les ordres qui leur sont donnés par un personnel qui n'appartient pas à l'État. Donc il y a là une sorte de destruction, au fond, de la remise en question absolue de la fonction publique. Et c'est un drame que j'ai essayé de surmonter en essayant de voir comment on pouvait expliquer cela et comment on pouvait néanmoins préserver une théorie de l'État. On y reviendra tout à l'heure avec vous, Pierre Birnbaum. De votre côté, Grégoire Kaufmann, justement, c'est la déliquescence de l'État aussi qui permet l'histoire que vous nous racontez, la construction et la destruction d'un État, c'est-à-dire l'État de la République d'avant la guerre, l'État français qui se construit et qui se met en place pendant la guerre, et puis aussi ce moment de trouble de l'immédiate après défaite de l'Allemagne, donc qui est présent au cœur de cette affaire-là, avec un de ces personnages qui n'est peut-être pas un voyou tel qu'il est décrit par Pierre Birnbaum avec le commissariat général aux questions juives, mais ce Adolphe Fontaine qui est au cœur de ce livre et qui est donc assassiné à la libération de Quimperlé. Mais ce qui me paraît intéressant, pour peut-être faire le lien tout de suite avec ce qui vient d'être dit, c'est cette page 197-198 où Pierre, on va revenir sur Pierre Brunnery évidemment, Pierre Brunnery, qui est votre grand-père, écrit ceci, je viens d'avoir une lettre de Schwartz. D'une part, il me signale le cas de Baumstein, dont la famille, lui y compris, se trouve victime des ordonnances allemandes sur les Juifs. Tous sont réfugiés en zone libre dans des conditions assez précaires. Voici la preuve. Voilà la preuve que Baumstein, le meilleur client du passeur, était juif. Je m'en étais toujours douté. Pour le surplus, je ne vois pas ce que je pourrais faire pour lui ni pour sa famille. Par ailleurs, Schwartz m'apprend que, sorti bottier de l'X, de l'école polytechnique, il espère conserver une situation de l'État, sa situation venant d'être homologuée. Je trouve que Schwartz va fort et ne lui cache pas dans ma réponse. Si les Juifs veulent justifier aux yeux de l'opinion française les mesures dont ils se plaignent, ils n'ont qu'à continuer comme cela. Donc, votre grand-père qui parle dans cette page-là, dans cette lettre qu'il écrit, il parle de ce Baumstein qui est un juif d'État tel qu'ils ont été décrits par Pierre Birnbaum dans tous ses travaux, d'une certaine façon. Mais c'est une autre histoire qui est racontée ici. C'est l'histoire de votre famille que vous avez fait émerger. Pourquoi avoir eu envie, justement, de vous mettre au cœur de cette affaire qui peut être aussi une sorte de maelstrom familial que vous racontez? Merci, Emmanuel. Un peu par hasard, pour revenir à la genèse de cet ouvrage, j'étais en train de construire un documentaire historique pour France Télévisions consacré aux années d'après-guerre en France, avec mon ami Emmanuel Blanchard, réalisateur. Et il s'agissait d'illustrer l'épuration extrajudiciaire, plus communément appelée épuration sauvage, même si le terme est de manière générale déprécié par les historiens parce qu'il est un peu caricatural. L'épuration sauvage, on préfère parler d'épuration extrajudiciaire. Et donc, il fallait trouver un exemple d'épuration extrajudiciaire, c'est-à-dire ces 10 000 personnes entre 8 et 10 000 personnes qui, à la Libération, ont fait l'objet d'exécutions sans jugement, ou bien parfois avec des parodies de procès, mais qui sont des exécutions qui ne concernent pas les verdicts rendus par les chambres de justice et les cours de justice et les chambres d'état civique qui sont mises en route un peu après à l'automne. Donc, il s'agissait de trouver un cas de figure, et j'avais entendu parler dans ma famille d'une histoire d'épuration extrajudiciaire qui aurait impliqué mon propre grand-père Pierre Brunnery, donc mon grand-père maternel, et j'ai tout simplement appelé ma tante Armelle, prof de physique-chimie à la retraite, pour savoir si cette histoire d'épuration à la Libération, la petite ville de Quimperlé, Finistère Sud, mon grand-père aurait peut-être couvert une exaction commise en août 1944, et à partir de bribes d'archives, à partir de lambeaux d'archives, à partir de quelques traces, j'ai réussi à remonter un peu la piste de cette affaire-là, l'affaire Fontaine, qui est un peu le début de mon livre, où il y a cette exécution sommaire
d'un Français qui travaille avec l'organisation Todd, qui est installée à Quimperlé, et qui est donc promené dans les rues de Quimperlé, exécuté dans la cour du lycée en fin d'après-midi. Et c'est le début de l'intrigue en fait, de cet ouvrage. Mais tout compte fait, vous aviez 1000 possibilités autres que cette histoire-là. Donc qu'est-ce qui vous a poussé à raconter cette histoire-là? C'est-à-dire une histoire qui met en cause votre grand-père, qui met en cause votre histoire familiale, etc. Et qui d'ailleurs, dans un premier temps, en tous les cas, n'a pas l'air de trop plaire à votre mère, Joëlle Brunnery, qui dit, mais plutôt que de dire, en vous écrivant Greg Chéry, vous dit « Cher Grégoire, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'écrire cela ?» Ça a été un peu sa première réaction. Je dois dire qu'ensuite, elle m'a beaucoup encouragé. J'avais envie d'aller à la découverte de ce grand-père que j'avais pas connu. Il est mort quand j'avais 4 ans. Figure du résistant gaulliste, notable quimperlois, membre du Rotary Club, figure vénérée, idolâtrée par les anciens maquisards du Finistère Sud. Cette statue du commandeur, en fait, m'intriguait. Elle était assez fantasmée dans cette famille Brunnery. Et j'avais envie d'en savoir plus sur cet itinéraire de résistant. J'avais envie de découvrir ce grand-père, d'aller un peu vers son intimité, vers ce qu'il avait été, avec ses contradictions, avec ses failles, avec ses paradoxes. C'est le grand-père et c'est tous ceux qui sont autour. Bien sûr, parce que ce qui est incroyable dans cette fresque, c'est que vous n'hésitez pas à nous donner tout un paysage, qui est un paysage d'une petite ville, Quimperlé, mais qui est une ville bouleversée par la guerre, avec l'arrivée de tout un tas de réfugiés, de gens qui viennent travailler pour l'organisation Todd, et qui fait que cette ville a été envahie par tout un tas de gens qui n'étaient pas des Quimperlois d'origine, mais qui, d'une certaine façon, fabriquaient une société particulière que vous décrivez extrêmement bien. Il y a une accélération du temps littéralement sidérante pour cette petite ville de Quimperlé, 10 000 habitants, un peu somnolente, et en quelques semaines, la population passe de 10 000 à 20 000 habitants avec des travailleurs venus de toute l'Europe, des Hollandais, des Belges, des Espagnols et même des Nord-Africains qui viennent dans la ville parce que la ville devient la cité dortoir de l'Orient, qui est la place forte stratégique des Allemands et de la marine allemande avec la construction des sous-marins. Et cette petite cité finistérienne est littéralement submergée, saturée par cette affluence, ce qui produit d'ailleurs une forme de tension nerveuse et une crispation en fait sur le rationnement, les problèmes du quotidien, et avec déjà cette résistance qui prend forme. Donc il y a un cas de figure très tôt d'ailleurs. La Bretagne, de manière générale, est une terre en fait qui a vu fin 40, très début vite 41. des résistants apparaître, les premiers réseaux du fait de la proximité des côtes britanniques, et puis beaucoup de Bretons ont rejoint la France libre de bonne heure en fait. Donc il y a quand même ce soutien à la résistance, certes minoritaire au début, qui devient de plus en plus important au fil des années, mais qui en tout cas fait de Quimperlé à la fois un peu un laboratoire de ce qui a pu se passer ailleurs sur le territoire, en même temps une ville très singulière avec une configuration encore une fois inhabituelle, d'une petite ville qui tout d'un coup devient cette cité dortoir cosmopolite avec des trafics, des intermédiaires, des firmes qui s'installent dans la ville, des baraquements, des problèmes de logement et des problèmes d'hygiène aussi. Donc c'est aussi ce théâtre que j'ai voulu restituer dans mon ouvrage. Et puis tout de même, ce personnage, il n'est pas anodin, c'est pas n'importe qui, votre grand-père en l'occurrence, parce qu'il a voulu être architecte, il est tombé amoureux très jeune d'une fille qui était plus jeune que lui et qui est devenue votre grand-mère. Il a décidé de changer d'itinéraire professionnel avant la guerre, de devenir militaire. Et donc à partir de ce changement-là, effectivement, il est conduit à faire partie de l'armée qui fait la guerre au tout début aux Allemands, qui est obligé de courir partout une fois la défaite consommée, d'aller du côté de l'Angleterre, de revenir en Bretagne et de finir dans le sud-ouest, donc totalement battu par l'Allemagne. Et ensuite de reprendre une activité, puisqu'il est d'abord pendant 1 ou 2 ans jusqu'à 1942 membre de l'armée française, qui reste française sous Vichy, et puis ensuite il va faire autre chose. C'est un personnage tout de même qui, en quelques années, a profondément changé. Alors, j'ai découvert aussi à la faveur de ces recherches que l'armée d'armistice, en fait, l'armée de Vichy, l'armée française, en fait, était tiraillée entre des options assez contradictoires, avec un pétainisme assez appuyé, assez souligné dans ces milieux militaires, et à la fois très vite une volonté de revanche.
D'ailleurs, en fait, mon grand-père est membre de l'organisation de la résistance de l'armée, qui est girodiste, c'est-à-dire qui se méfie initialement du gaullisme, et petit à petit, ils vont évoluer vers un gaullisme qui fédère à partir de 43-44 l'ensemble des forces de la résistance. Pour finir dans un gaullisme très orthodoxe ensuite. Tout à fait, oui. Donc en fait, j'ai aussi découvert ce parti de la revanche au sein de l'armée, en même temps pétiniste, parfois antisémite, en même temps très anti-allemand et très habité par cette idée de revanche, avec encore une fois des paradoxes auxquels je ne m'attendais pas. Et mon grand-père s'insère un petit peu dans ce milieu-là, dans ce contexte-là. Et très tôt, il va s'engager dans les premiers réseaux de résistance dans la région de Toulouse. Et ensuite, il est recherché par la Gestapo fin 1943. Et là, il bascule dans la clandestinité. C'était intéressant aussi de savoir qu'est-ce qu'être un clandestin pendant la guerre. Qu'est-ce qu'est voyager, changer d'identité, aller de boîte aux lettres en boîte aux lettres, avec la peur au ventre. La clandestinité dans la France des années sombres, en fait, est aussi un vrai sujet d'histoire. Difficile à décrypter puisque les résistants, les clandestins brouillent les pistes. Il ne tenait pas d'agenda. Exactement. Et il arrive à Quimperlé fin 1943. Il devient l'un des principaux chefs du maquis quimperlois, qui n'est pas un des maquis les plus importants de Basse-Bretagne, mais qui quand même harcèle les troupes allemandes au moment de l'été 1944. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ma recherche à ce moment-là. Tout à l'heure, Pierre Birnbaum nous a dit qu'il était étrange d'ouvrir un dossier avec son propre nom et de se reconnaître dans ce petit garçon qui était né au tout début de cette guerre en 1940. Est-ce que c'était étrange aussi pour vous de tomber sur ces dossiers? On sait que quand on travaille sur sa propre famille, on peut ouvrir des dossiers qui sont désagréables, et il y en a quelques-uns qui sont notés dans ce livre. Et aussi, on peut briser des récits familiaux, des récits d'héroïsme qui sont moins héroïques, et se retrouver dans une situation difficile. Par exemple, de devoir dire à votre propre famille, dans un propre livre, que peut-être celui qui était considéré comme un héros avait des failles, voire plus que cela. Au début, j'avais un fonds d'archives familiales qui était très riche, avec des correspondances, beaucoup de documents sur... Oui, Armel vous a beaucoup fourni de choses. Oui. Sur le maquis, il y avait un fonds familial qui était disséminé chez mes tantes à Quimperlé, avec vraiment une matière très très riche, des archives dans le désordre. Beaucoup de lettres. Beaucoup de lettres. Et à partir de ces premières pistes, en fait, j'ai découvert des fonds d'archives publics, notamment aux archives départementales, aux archives militaires, aux archives nationales. J'ai aussi mis la main sur d'autres fonds d'archives privés, d'autres résistants quimperlois, etc. Et c'est vrai que retrouver le nom de mon grand-père dans un fonds d'archives public, un jour j'étais à Pierrefitte aux archives nationales et je voyais des attestations de mon grand-père qui couvrent en plus des exactions commises par la résistance après la guerre, là, dans les années 45-46. On est un petit peu... il couvre des exactions de la guerre après la guerre. C'est-à-dire parce qu'il s'agit en fait de la violence née de la période de la libération et du châtiment des traîtres, des collabos, des prétendus collabos. Donc, retrouver le nom de mon propre grand-père dans les archives était à la fois surprenant et émouvant, parfois gênant, mais c'est vrai qu'en lisant le livre aussi de Pierre Birnbaum, là j'imagine, c'est vrai qu'en plus il a reproduit les documents qui sont reproduits dans son ouvrage, ces archives départementales, on voit toute la famille Birnbaum qui sont recensés, fichés, traqués. Voilà, là, moi, il s'agit de mon grand-père et j'imagine aussi l'émotion peut-être de Pierre Birnbaum en retrouvant dans ce fonds d'archives, dans cette salle d'archives départementale, vous êtes tombé sur ces documents qui étaient pour vous une découverte, j'imagine. Parce que pour vous, Pierre Birnbaum, qui travaillait sur l'État documente. Il documente tout. Et donc, vous retrouvez des documents que vous n'imaginiez peut-être pas, d'ailleurs, découvrir dans ces fonds d'archives du côté de Lourdes ou dans les Hautes-Pyrénées. Vous avez une partie de votre vie qui est là, documentée, et que vous avez sous vos propres yeux. Oui, alors... c'est aussi la grandeur d'un État que de documenter. Mais, oui, voilà. mais enfin là, on est assez étonné de l'efficacité de cette institution. On trouve des rapports, des correspondances en 42, 43, 44, mais incroyables, entre Paris et Lourdes, entre Paris et Tarbes. On suit les dossiers, c'est-à-dire la famille, on suit depuis Paris, on demande où ils sont, des réponses du sous-préfet, du commissaire de police, et on trouve ces documents. Et une institution qui fonctionne en pleine guerre, ils ont quand même d'autres chats à fouetter. Ce que je voudrais peut-être ajouter aussi, c'est, je crois que je n'en ai pas dit un mot, c'est que c'est au fond Omex, dont je n'ai pas dit un seul mot. Donc c'est le petit village où j'ai passé 2 années dans les Hautes-Pyrénées, et donc comme enfant caché.
Et là encore, j'ai découvert toute une littérature que j'ignorais, que je voulais ignorer. Je n'avais aucune idée qu'il y avait toute une littérature de psychologie, de psychanalyse sur les tares et les défauts des enfants cachés ou leurs problèmes graves. Et finalement, c'est aussi s'éloigner beaucoup de la théorie de l'État que de reconnaître le rôle de la société civile et des justes. Donc il y a tout un travail, toute une recherche dans ce livre sur les justes qui ont tendu la main, alors que l'État ne le fait pas. Alors que normalement, c'est l'État, dans mon esprit en tout cas, qui doit protéger les citoyens. Ici, ce sont les justes, souvent des catholiques, comme dans votre livre, des protestants, des agnostiques, bien sûr, mais beaucoup de catholiques. Et on a maintenant un matériel quantitatif très intéressant. Mais il se trouve que la famille où j'ai vécu, dans laquelle j'ai vécu plusieurs années dans les Hautes-Pyrénées, un tout petit village. Tout près de Lourdes, tout de même. À 6 km, mais c'est très haut dans la montagne par rapport à Lourdes. Et même Lourdes, c'est une ville catholique. Enfin, Pétain arrive, je viens juste de naître et Pétain est là, et les discours sont là. Donc Pétain est exactement là où je suis né et là où je vis, et dans un monde très catholique, surnaturel aussi, avec Bernadette, Lourdes, les miracles. Donc un monde extrêmement prégnant où le catholicisme presque est un catholicisme assez irrationnel. Mais il se trouve donc, par rapport à mon travail antérieur sur l'État, je pense qu'il y a une sorte d'accentuation, enfin de révélation du rôle essentiel des justes qui sauvent les Juifs alors que l'État les poursuit. Donc l'État n'a aucune limite, ou l'État français n'a aucune limite dans la traque qui est la sienne. Il y a par exemple un document que j'analyse qui a été publié par Baruch, où l'on voit des membres du Conseil d'État les plus importants qui Marc-Olivier Baruch. Comment ? Non, oui, excusez-moi, oui, bien sûr, spécialiste de Vichy. On voit des membres du Conseil d'État qui discutent comment, de manière extrêmement, comme des spécialistes de droit administratif, comment on peut étendre au maximum la définition du juif. Donc on voit bien comment il y a un dérèglement, enfin il y a une sorte de l'État, les serviteurs de l'État ont oublié leur mission de service public et de défense des citoyens, alors que les justes dans des villages entiers, aussi bien là où je suis, dans le sud-ouest qu'en Ardèche et dans d'autres régions de France, et maintenant on a beaucoup de documents sur ces justes, tendent la main, cachent un peu comme ici ou là, et protègent et sauvent. Et finalement, je dois la vie à ces justes qui m'ont protégé, dont je raconte aussi des rafles, parce que j'ai trouvé dans les archives de police des souvenirs de la famille, mais j'ai pu les corroborer par des documents que l'on trouve aux archives de Tarbes, aux archives des Hautes-Pyrénées. Il y a une scène incroyable que vous racontez, ce sont ces Allemands à la toute fin de la guerre qui montent jusqu'à l'endroit où vous êtes caché, qui arrivent et qui auraient pu, comme d'ailleurs dans Inglourious Basterds, finir par rafler tout le monde, y compris vous, et qui redescendent parce qu'ils ne croient pas qu'il y a... Ils cherchaient des maquisards. Ils cherchent des maquisards et des armes. Il y a des armes. Oui, ils ne les trouvent pas. Ils ne les trouvent pas et ils repartent. Je retrouve, grâce aux archives, un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'événements qui normalement auraient dû m'être fatal, moi, le petit bonhomme. Puisque, par exemple, donc, il y a cet événement où les Allemands, heureusement, il n'y avait pas de miliciens, les Allemands entourent la ferme où nous sommes, et j'ai pu, il y a 2 ans, enfin il y a 1 an, j'ai pu retrouver le village et retrouver, je pense, la maison où ça s'est passé. De même, j'ai retrouvé dans les archives le moment où il y a une rafle d'Allemands dans les Hautes-Pyrénées, où je suis avec les paysans. Et c'est une histoire évidemment dont je ne me souvenais pas, mais qui m'a été racontée très souvent par ma mère et mon père. Et j'ai pu trouver dans les archives le moment où, en effet, les Allemands ont entouré le village de Mex, où ils ont mis leurs mitraillettes, les événements qui sont passés. Et Maria, qui me cachait, me racontait comment un soldat allemand m'a pris dans le berceau. Évidemment, ce n'est pas un destin très tragique, j'ai survécu et ce n'est pas tellement la peine d'en parler. Quand on compare au destin véritablement tragique qu'ont subi des centaines de milliers d'enfants et d'autres. Mais enfin, voilà, il y a un Allemand qui me prend dans le berceau, j'ai 2 ans, et il lui demande si c'est son fils, et elle dit oui. Évidemment, si elle n'avait pas dit oui, je ne serais peut-être plus là pour vous en parler. Donc on voit qu'il y a là, non pas une prise de risque énorme, mais c'est toute la dignité des justes que l'on redécouvre dans ce livre, et que je salue au fond, alors que l'État, lui, se complaît dans
dans l'horreur absolue et se met au service par tous ces hauts fonctionnaires, tous ces recteurs, tous ces préfets. On trouve très très peu de préfets résistants, très très peu de préfets qui aident les Juifs. Et pour rejoindre votre livre, ce qui est très frappant, c'est la taille de l'épuration, soit sauvage, soit juridique. En 1944-1945, c'est quand même des centaines de milliers de personnes qui ont été épurées à travers la France. Mais il n'y a aucune personne, apparemment d'après les travaux récents, il n'y a aucun haut fonctionnaire, aucun, qui a été épuré pour des raisons spécifiques de la traque des Juifs. Et par exemple, Laurent Joly montre comment les 13 commissaires de police qui sont responsables de la rafle du Veldiv, aucun n'a été poursuivi. Donc il n'y a aucune épuration de la fonction publique pour des raisons de traque des Juifs, pour cette raison spécifique. Un certain nombre de hauts fonctionnaires sont sanctionnés, sont mis à la retraite, mais parce qu'ils ont collaboré avec les Allemands, parce qu'ils ont dénoncé des résistants, pas parce qu'ils ont poursuivi des Juifs. Excusez-moi, il n'y a pas que des justes partout. Cette archive que vous trouvez, le rassemblement à Cauterets. Tout le monde connaît Cauterets si on s'est rendu dans les Pyrénées, station balnéaire. C'est un passage horrible. Le rassemblement à Cauterets des Juifs entrés en France après 1936 s'est opéré sans incident. C'est un rapport de police, un rapport du préfet. Voilà. Du sous-préfet. Il est à noter que c'est, dans une certaine mesure, à la demande des hôteliers de Cauterets, qui estimaient que la présence chez eux d'Israélites fortunés serait une source de revenus, que cette ville a été choisie. Aucune protestation, par conséquent, n'est à craindre des habitants de cette station. Là, quand on lit ça, on est interdit, parce qu'évidemment, tout l'antisémitisme remonte dans une telle assertion. Mais ce qui est très beau, plus loin, parce que on va avec vous, Pierre Birnbaum, de sentiments très mêlés. Il y a une sorte d'ascenseur émotionnel quand on vous lit à plusieurs reprises. C'est ce que vous dites justement sur ces paysans qui vous protègent. Il y a là Maria, Félix, Fabien, d'autres. Vous dites de quel temps remontent ces souvenirs? Il me semble qu'ils émanent de ces lointaines années, dont du temps de mon adolescence après-guerre. Les champs de maïs, parce que vous y retournez après. Les champs de maïs, de blé ou de seigle entourent le village et à flanc de montagne, l'été venu, à la fourche, on ramasse le foin avant de le ramener vers le village, hissé sur des chariots tirés par des bœufs qui manquent de verser à chaque tournant dans ces sentiers de terre étroits aux cailloux dissimulés. Parvenus à destination, au terme de cette lente descente vers le village, à la fourche à nouveau, perchés sur ces chars, les hommes lancent habilement de l'un à l'autre des bottes de foin, le dernier les faisant passer par une étroite lucarne externe à la grange. Puis en cette fin d'été, ce sont les fêtes, se prolongeant tard dans la nuit, qui réunissent les paysans venus donner un coup de main. Non encore scolarisé, balbutiant quelques mots de bigourdan, je trottine le long des chars avec Soumise, ma chienne noire, sommeille en jetant un œil sur les vaches et pousse des cris sauvages en gascon pour la lancer aux trousses des bêtes récalcitrantes. Et je me suis souvenu qu'une des rencontres que nous avons faites assez souvent à la radio, vous et moi, c'était autour d'un numéro de revue que vous aviez coordonné sur les Juifs et la terre. Cette assertion souvent tenue par les antisémites qui disent les Juifs ne feront jamais la terre, etc. Et une telle description me fait dire effectivement qu'il y a quelque chose chez vous qui est ressorti de cette histoire-là, c'est-à-dire de cette histoire des foins coupés à 4 ans, à 3 ans, et de votre accompagnement par la chienne Soumise. Pour tout vous révéler, je passe ma vie au fin fond du Berry, où je retrouve un peu, même beaucoup, cet attachement, en gros, à la nature, enfin, au travail manuel. Et je crois qu'il y a là quelque chose de profond, enfin, qui est un peu le contraire de ce à quoi je me suis intéressé, c'est-à-dire l'État. L'État, c'est juste le contraire de la terre. Et comme vous le dites il y a un instant, les figures antisémites construisent presque toutes leur dénonciation des Juifs dans leur incapacité de travailler la terre. J'ai travaillé la terre avec ces paysans et je l'ai travaillé la terre tout au long de mon adolescence, puisque c'est juste qui m'ont sauvé la vie. Je les ai accompagnés toute leur vie, puisque j'ai même été à leur enterrement. Et tout au long de mon adolescence, j'allais passer 1 mois ou 2, faire les foins, travailler la terre, remonter
Et donc, en effet, il y a cette forme d'attachement qui, je pense que c'est un des points essentiels de ce livre, de rendre hommage, au fond, à ces paysans, à ces, qui ont sauvé des Juifs qui leur étaient totalement étrangers par la culture, par l'histoire, par les valeurs, et qui les ont pris sous leur protection sans demander quoi que ce soit en échange. Il y a d'ailleurs un chapitre qui s'intitule « Les Juifs m'ont sauvé », mais qui précède un autre chapitre dont je voudrais qu'on parle un peu, qui s'intitule « Le président, l'État et la théorie de l'État », qui est en fait cette jonction que vous faites avec votre propre travail, Pierre Birnbaum. C'est-à-dire que on voit que vous avez été troublé par ce retour sur ce passé, par cet exercice que vous faisiez sur vous-même, au point que vous vous êtes posé, vous l'avez dit tout à l'heure très brièvement, la question de savoir si cette théorie de l'État que vous aviez construite après d'autres, pendant des décennies de travail en sciences politiques, en sociologie politique, en histoire, eh bien, tenait encore sous l'effet de ce que vous aviez trouvé dans ces archives. C'est la grande inconnue de ce livre, le grand pari de ce livre. Et donc j'ai essayé de me débrouiller pour reconstruire une logique qui ne démente pas la théorie, puisque autrement j'aurais travaillé 30 ans pour ne rien faire, et c'était bien embêtant. Et donc à la fin, en effet, comme vous le dites, il y a toute une longue étude des discours des présidents, depuis Vincent Auriol jusqu'à Emmanuel Macron, sur la Shoah et en particulier sur les rafles du Veldiv. Et il y a, je crois, là un scoop dans cette analyse, puisque j'essaie de montrer qu'il n'y a pas de différence entre Mitterrand et Chirac. Les historiens, tout le monde estime que Mitterrand, c'est le salaud de ce point de vue, et que Chirac, au contraire, est le premier à montrer qu'en effet, l'État a trahi, la France a trahi. Et j'ai essayé de montrer que si l'on regarde de très près le discours de Mitterrand, il dit à peu près la même chose que ce que va dire Chirac et de ce que va dire ensuite Macron il y a un an. C'est-à-dire, tous trois essaient de montrer que finalement, ça n'est pas l'État qui est responsable de Vichy. Vichy plonge dans le passé des guerres franco-françaises, comme les appellent les historiens. Vichy, c'est le pouvoir de l'extrême droite. Vichy, c'est le pouvoir de je suis partout. C'est comme le dirait Emmanuel Macron il y a un an. Mais c'est ce que dit Mitterrand aussi. Il dit ne vous en prenez pas à la République, elle n'est pas à Vichy. Ne vous en prenez pas à l'État. Et si l'on regarde de près le texte, il ajoute Vichy, ce sont les forces du mal. Vichy, c'est l'extrême droite. Évidemment, il en faisait partie un petit peu aussi. Il n'était pas très loin de Vichy, mais il le reconnaît. Il dit lui-même, et c'est intéressant, et il faut le retenir, que Vichy, ce n'est pas en tant que tel l'État qui est responsable, c'est la fin de l'État, puisque c'est l'extrême droite qui a pris le pouvoir, ce qui est vrai. C'est l'extrême droite, c'est la revanche de Maurras, c'est la manière dont tous ces gens d'extrême droite dirigent maintenant l'État et imposent leurs valeurs. C'est ce que va dire Chirac exactement, et lui il les appelle les forces du mal. Il montre que c'est l'extrême droite qui prend le pouvoir au moment de Vichy. Et donc la République en tant que telle n'est pas responsable. Emmanuel Macron, il y a un an, va même beaucoup plus loin. Il dit Vichy, c'est je suis partout. C'est-à-dire Vichy, c'est la tradition d'extrême droite, du catholicisme intégriste, de l'extrême droite qui provient de la contre-révolution française depuis De Maistre jusqu'à Drummond. Et il a raison. Au fond, et là, je peux sauver mon histoire de l'État, puisque l'État est pris en œuvre, l'État est pris en main par l'extrême droite qui a conquis, qui s'installe au pouvoir et qui impose ses valeurs. Et malheureusement, les hauts fonctionnaires de l'État obéissent à cette transformation des valeurs, mais ça n'est plus précisément l'État qui a exclu les Juifs, qui a exclu les protestants, qui a exclu les francs-maçons, qui a exclu les communistes. Donc ça n'est plus un État universaliste, c'est une structure de règlement de compte à l'égard de la France révolutionnaire ou de la France républicaine. Donc on peut essayer, si vous regardez les derniers arrêts de droit, les dernières décisions du Conseil d'État, on a tout un ensemble d'arrêts récents, depuis l'arrêt Papon jusqu'au dernier arrêt qui est paru il y a un an, où les conseils d'État sont très embêtés pour qualifier l'État de Vichy. C'est toujours des histoires d'archives aussi. Il y a ces affaires d'archives de Gaulle. Les archives de Gaulle, exactement. Où est l'État? Est-ce qu'il est à Londres? Est-ce qu'il est à Paris? Alors le Conseil d'État, il est nulle part. Il y a véritablement une difficulté parce que un autre problème était de
de trouver une logique pour que l'État actuel rembourse, enfin non pas rembourse, mais prenne en charge les réparations à l'égard des Juifs qui ont été persécutés. Donc si l'État actuel n'est pas l'État, pourquoi est-ce que l'État actuel prendrait en charge les réparations des Juifs qui ont été persécutés par un État qui n'est plus l'État? Donc le Conseil d'État est très embêté. Et si l'on regarde les décisions actuelles, on voit une sorte de contradiction dans tous les textes. Donc finalement, le Conseil d'État dit la même chose que moi, et ça m'a réjoui, puisqu'il est embêté comme moi, mais il voit bien qu'il y a une contradiction entre la dénomination de l'État et le régime de Vichy. Grégoire Kaufmann, c'est d'ailleurs le cœur de votre travail que de travailler sur ce moment où il n'y a plus d'ordre, où il n'y a plus d'État, où on est entre un État finissant... enfin qui n'est pas un État d'ailleurs, puisque dans cette zone-là, c'est donc l'Allemagne qui fait l'ordre d'une certaine façon, qui s'en va, et un État qui n'est pas encore créé, puisque ce sont les résistants qui vont peut-être l'instaurer en rentrant dans les préfectures et en faisant redémarrer la machine administrative, dans des conditions d'ailleurs qui sont décrites assez bien par Pierre Milbaud dans son livre. Donc on se retrouve dans ce moment de flou, où l'ordre est un désordre et où chacun peut à peu près faire ce qu'il veut. C'est un peu ce qui se passe autour de votre grand-père et de ceux qui sont autour de lui. Oui, non, je voudrais simplement, Emmanuel, réagir à ce que vient de dire Pierre Birnbaum. C'est vrai, les idées d'extrême droite dans ce moment de vacances de l'État... Il faut rappeler que vous êtes historien d'Édouard Drummond et voilà. que vous avez travaillé sur ces questions-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a évidemment les idées des droites radicales prennent le pouvoir. Hein. C'est la divine surprise de Maurras, c'est le barésisme et une forme de nationalisme intégral qui s'installe au plus haut niveau de l'État et de ses leviers les plus importants. Mais il y a quand même aussi un distinguo peut-être opéré entre ceux qui sont à Paris à cette époque-là, c'est-à-dire la propagande collaborationniste financée par les services allemands qui financent Je suis partout, au pilori, qui sont des journaux qui paradoxalement sont très hostiles au régime de Vichy, qu'ils trouvent trop mou. C'est-à-dire qu'il y a une campagne incessante qui est menée par les Brasillac, par les Rebattet et par les Darquier de Pellepoix qui nous disent Vichy, c'est Vichy la juive. Il y a une série d'articles dans Au pilori, ils nous disent Vichy, les lois ne sont pas assez radicales, elles ne sont pas assez nazies, il faut nazifier les lois anti-juives. Et il y a donc cette pression exercée par la propagande antisémite et collaborationniste sur le régime de Vichy, qui, de son côté, de plus en plus se radicalise. Et en 1943-1944, il y a une fascisation du régime et un durcissement de la législation anti-juive. Donc voilà, il y a comme ça des forces à l'œuvre et un jeu d'influence entre Vichy et entre la zone sud et la zone occupée. Et même après novembre 1942, en fait, cette bipolarité entre zone sud et zone nord continue en fait à être opérante. Voilà, c'est juste évidemment une petite nuance que je voulais apporter. Et tout de même, par rapport à ce moment où justement l'État disparaît, c'est-à-dire où on est dans le régime du règlement de compte, le régime d'une justice extra-légale, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut en penser justement de ce moment-là, c'est-à-dire de ce trouble où les autorités s'en vont pour certaines, d'autres ne sont pas encore installées, et où on peut assez librement faire ce que l'on veut, du moment qu'on est membre de la résistance, par exemple. Ce moment de trouble et de déliquescence de l'État, je l'ai aussi retrouvé par rapport à la période de la libération, c'est-à-dire les journées libératrices. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs que de parler de libération? Il vaut mieux parler, comme le disent par exemple Virgilie et Rouquet, des collègues historiens, de journées libératrices avec un processus qui ne s'inscrit pas d'ailleurs dans le même tempo selon les régions. Et là, vraiment, il y a aussi une vacance de l'État. Oui, c'est ça. On peut considérer qu'il a disparu, mais il y avait quand même évidemment les hauts fonctionnaires des forces de police dédiés au maintien de l'ordre. Et c'est vrai que dans ces journées libératrices, là, il y a vraiment... on peut le dire aussi, une absence, et c'est là qu'on va voir aussi une violence débondée, un déferlement de brutalité qui explique aussi les règlements de compte de la libération, les exactions, et aussi ce qu'elles nous disent de l'après-guerre, parce qu'après, il va falloir vivre avec cette mémoire immédiate, et les comptes soldés
lors des journées libératrices, vont peser lourd sur les recompositions sociales et politiques de l'après-guerre. C'est aussi ce que j'ai essayé de comprendre dans mon livre, à l'échelle de cette petite ville de Quimperlé. C'est-à-dire qu'il y a la résistance, il y a le maquis, il y a la violence épuratrice, et puis après, comment on solde ses comptes, comment est-ce qu'on vit avec tout ça. Et mon grand-père se retrouve lui-même un peu piégé et rattrapé par, on va dire, ce passé qui ne passe pas, pour prendre une expression de... Mais alors, comment vient à l'idée justement d'aller chercher ce Adolphe Fontaine chez soi, chez lui, de le ramener et de l'exécuter sans aucun procès, sinon une justice expéditive. Comment vient-on couvrir d'autres exactions qui ont eu lieu autour de Quimperlé juste auparavant? Qu'est-ce qui justement justifie, pour les procès d'après-guerre, justement, ce type d'action que vous avez pu retrouver dans ces archives? Il y a des exactions qui relèvent de la vengeance privée, des rivalités de voisinage. Ça a existé. Il y a aussi évidemment l'épuration des collabos, le châtiment des miliciens, des partis collaborationnistes comme les francistes ou le PPF supplétif de l'armée allemande, qui se livrait à des exactions dans le maquis d'une extrême violence, hein, surtout en Bretagne. On parle souvent par exemple du Limousin pour décrire la violence paroxystique des journées libératrices, mais la Bretagne était également le théâtre d'une violence débondée, encore une fois je le disais, et il y a évidemment donc cette volonté de châtier les traîtres ou les prétendus collabos, et il y a des débordements, et il y a évidemment aussi par rapport à cette histoire d'Adolphe Fontaine, derrière cette histoire-là, je pense aussi un notable quimperlois qui avait intérêt à voir cette personne-là disparaître, parce qu'elle était sans doute au fait de ses activités de collaborateur économique. Il va profiter de ses appuis dans la résistance et de ses accointances avec le maquis pour faire disparaître un témoin gênant. Et ensuite, après la guerre, il va, fort de ses réseaux quimperlois et de sa position sociale, il va actionner ses alliés pour faire pression sur la justice militaire pour que cette instruction aboutisse à un non-lieu. Et c'est là où je vois mon grand-père Pierre Brunerie qui vient se retrouvant à cautionner cette affaire-là en faisant lui-même pression sur la justice militaire. Et donc à chaque fois, ça aboutit à un non-lieu. Il y a l'affaire Fontaine, mais il y a aussi une affaire dans un tout petit village au nord de Quimperlé, petit village de Quérien, où beaucoup d'habitants, d'ailleurs, ne parlent pas français, les plus de 60 ans parlent breton. Enfin, ils ont quasiment jamais quitté le canton. Et tout d'un coup, il y a toute une famille qui est exécutée par le maquis en août 1944. Et là aussi, il y a une instruction qui est menée. Et mon grand-père, là encore, fait pression sur la justice militaire pour que ça aboutisse à un non-lieu. Alors après, c'est facile de juger a posteriori. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Est-ce qu'il aurait dû se déjuger? Est-ce qu'il aurait dû se séparer de ses compagnons d'armes, désolidariser des hommes qui agissaient sous ses ordres? Probablement qu'il n'a pas commis cette ordonné, je veux dire, commandité ces exactions. Qu'est-ce qu'il fallait faire après? Parce que l'honneur ou le sens de l'honneur militaire, le sens du commandement lui indiquait de commettre une forme de parjure devant la justice des hommes pour sauver l'honneur du maquis. Voilà. Après, c'est comme une sorte de dilemme que j'ai essayé de comprendre, et ça n'a pas dû être facile pour lui, parce que par ailleurs, c'était un soldat héroïque de la résistance qui a pris des risques, qui a guerroyé dans le bocage breton avec une forme de panache qui d'ailleurs encourageait mon admiration aussi. Donc voilà, je me retrouvais avec un personnage un peu en ombre et en lumière, à l'image, je pense, de la nature humaine, et s'est découvert avec ce grand-père, et pour cette raison-là, a été particulièrement émouvante. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on fait quand on trouve un Ausweis avec le nom de son grand-père dessus? Qu'est-ce qu'on fait de cela? Parce que c'est un chapitre de ce livre, et on sent que là, vous êtes troublé, que vous ne savez pas trop bien quoi faire de cet Ausweis. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il aurait à un moment ou à un autre travaillé pour l'organisation Todt, parce que c'est un Ausweis qui est remis par l'organisation Todt? Est-ce que c'est une couverture, parce qu'il a été habitué aux couvertures depuis longtemps? C'est un militaire, donc il sait effectivement que peut-être il est mieux pour ne pas se faire repérer, d'être au milieu de ses propres ennemis qui ne vous repèrent pas. C'est la question de la lettre volée d'Edgar Poe. D'une certaine façon, on ne la voit pas, elle est là. Est-ce qu'il y a quelque chose de cela, justement, dans cette question qui fait que vous faites un petit chapitre sur cette question de l'Ausweis? En fait, parfois, il y a des problèmes que je n'arrive pas à surmonter. Il y a des mystères irrésolus, et précisément cet Ausweis
qui date de juin 1944, où mon grand-père est déjà un clandestin. Il est déjà l'un des chefs des maquis quimperlois. Il est recherché par le SD. Sous son propre nom. Et par les Feldgendarmes. Et cet Ausweis délivré par l'autorité allemande, avec d'ailleurs le tampon de l'aigle allemand rouge qui surplombe la croix gammée. Il y a un bout de l'aile de l'aigle allemand qui chatouille la narine de mon grand-père qui est sur la photo de la carte de cet Ausweis. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est vrai que je n'avais pas de réponse. Alors, je pense que c'était une couverture pour lui. Je pense qu'en juin 1944, il s'est fait délivrer un Ausweis pour pouvoir circuler librement sur la côte atlantique, qui était à l'époque zone interdite, et qu'il a parié sur la gabegie et le problème de la désorganisation des services allemands qui, à mon avis, ne croisaient pas ou peu leurs sources dans cette période juste après le débarquement de Normandie. Donc c'est une hypothèse parmi d'autres, mais aucune des hypothèses formulées par moi dans cet ouvrage n'est satisfaisante. Donc voilà, un clandestin, ça s'efforce de brouiller les pistes. Il a laissé derrière lui des mystères qu'en tant qu'historien, avec mes petits moyens, je n'ai pas forcément réussi à résoudre. Pierre Birnbaum, quand vous concluez votre leçon de Vichy, vous la concluez encore de façon encore un peu plus serrée sur ce qu'on a déjà dit de votre propre travail noué avec ce livre-là, puisque vous allez jusqu'à ce que vous avez fait dans d'autres livres, par exemple réfléchir à cette alliance de la France, des Juifs et de la France et des Juifs, ce que vous aviez fait déjà par exemple dans un livre comme Prier pour l'État, et vous vous posez des questions qui sont vertigineuses, pourrait-on dire. Si. Enfin, pour moi, elles le sont en tout cas. Peut-on encore magnifier cette alliance royale tant prônée par les Juifs, espérer travailler la prospérité de la ville, comme nous y invite le prophète Jérémie, sous l'ombrelle non du roi, mais maintenant de l'État, sous son joug bienveillant? Ça pose une question qui est pour demain, d'une certaine façon. Ça n'est pas simplement une question pour hier et pour cette histoire que vous avez vous-même vécue. C'est un peu le livre se termine sur cette question-là, et de manière presque plus émouvante encore. J'ai trouvé dans le livre, très beau livre de ma collègue et amie Renée Poznanski, une lettre d'une petite fille qui a 14 ans ou 12, 13 ans, et que je cite, qui est une lettre où elle reprend le thème de Pourim, et elle se demande quel roi pourra protéger les Juifs, puisqu'il n'y a plus de roi qui pourra, Aman, Mardoché, Esther, qui pourra venir à l'aide des Juifs, et elle sera déportée elle-même. Et il se trouve que j'ai trouvé moi-même, à la fin de ce travail de recherche, dans les archives familiales, une photo de moi-même, encore, un peu d'égocentrisme bien sûr, mais nous sommes en 1945 et nous fêtons Pourim, justement. Donc, ce sont les petits-enfants qui ont survécu. Et j'ai une photo de moi, un petit garçon, ma sœur est là aussi, où on fête Pourim, on est déguisés, ces enfants assez pauvres, mal habillés et tristounets. Et c'est au fond toute la question de l'alliance royale, de l'alliance avec l'État, qui est au cœur de la tradition juive depuis toujours, la lettre de Jérémie que vous citez. Et cette alliance royale sur laquelle mon ami Yerushalmi a beaucoup travaillé. Et pour répondre de manière un peu évasive à votre question, c'est savoir si l'État, si on peut toujours faire confiance à l'État redevenu un État. Et peut-être que cet événement-là brise en tout cas ma confiance dans l'État, remet en question cette confiance dans l'État, d'autant plus que les hauts fonctionnaires, et je retombe sur mes pieds, qui ont poursuivi les Juifs, sont restés dans l'État et ont fait de brillantes carrières. Ils ont tous la grande croix de la Légion d'honneur. On trouve je cite plusieurs exemples, plusieurs des hauts fonctionnaires donc, qui ont élaboré ces textes, qui ont poursuivi les Juifs, qui terminent leur carrière ensuite, dans les années 50 ou 60, avec la grande croix de la Légion d'honneur. Donc c'est que l'État n'a pas retrouvé sa nature, que l'État à conserver ces brebis galeuses, ces fonctionnaires qui sont détournés de leur mission, et donc que l'État d'aujourd'hui reste encore entaché, je dirais, par cette histoire qu'il n'a pas véritablement réglée. Et la question est de savoir si, de nos jours, l'État serait protecteur des Juifs en cas de malheur à nouveau, ou bien si, dès aujourd'hui, il faut préparer nos refuges dans les campagnes françaises. Grégoire Kaufmann, qu'est-ce qu'il
reste de cette histoire que vous redécouvrez dans Hôtel de Bretagne? C'est-à-dire, quand vous retournez à Quimperlé pour faire cette enquête, quand vous y plongez dans les archives, que vous croisez des gens de votre famille ou d'ailleurs d'autres personnes, qu'est-ce que vous sentez, pressentez de ce poids de cette histoire sur le présent d'une petite ville de Bretagne? Est-ce que c'est encore présent? Est-ce que c'est déjà oublié? Est-ce que, d'une certaine façon, cette affaire est entrée dans les archives et si vous n'en ressortez pas, elle n'existe plus? Qu'est-ce que vous en pensez de cela, Grégoire Kaufmann? À l'échelle quimperloise, il y a un récit commun qui a été tissé par les habitants au sortir de la guerre et qui valorisait la geste héroïque de la résistance et évidemment qui n'évoquait pas les sujets qui fâchent, c'est-à-dire l'épuration. En même temps, dans certaines familles, et notamment dans ce petit village de Quérien, où il y a eu des scènes d'une violence inouïe, eh bien, cette mémoire est encore une plaie vive. Et ça, je l'ai remarqué en allant interroger les anciens. Il y avait encore des témoins qui m'ont conté leurs souvenirs et j'ai bien compris qu'il y avait encore des plaies qui n'avaient pas cicatrisé. Alors, et vous, en faisant ce livre, vous contribuez d'une certaine façon à les mettre au jour pour d'autres que des Quimperlois de naissance ou des Quimperlois qui ont connu cette histoire. En Bretagne, on connaît cette histoire de Plozévet, vous savez, où cette grande enquête qui avait été menée par des chercheurs de toutes les disciplines des sciences humaines, de géographie, de médecine, etc. Dans les années 60, il y avait là André Burguer, il y avait Edgar Morin. Ce que n'a pas aimé le village de Plozévet, c'est qu'on révèle ses petites turpitudes, ses petites histoires, sa petite histoire interne pour un public de France entière, voire pour les livres d'Edgar Morin, Plodémède en particulier, la métamorphose de Plodémède, traduit dans de nombreuses langues d'une certaine façon. Est-ce que vous n'avez pas ressenti cela, c'est-à-dire cette idée que, bon voilà, ce sont des histoires, on les laisse entre nous et il ne faut pas que ça sorte? Non, je n'ai pas eu ce sentiment. J'ai plutôt senti qu'on était dans une période, dans une séquence mémorielle où peut-être le temps était venu d'aborder ces sujets avec un effort de décryptage, de compréhension, sans parti pris, sans posture moralisante. Les témoins ont quasiment tous disparu. Donc, il y a encore les enfants. Il y a encore les enfants et les petits-enfants. Et je pense d'ailleurs que c'est souvent du côté des petits-enfants qu'il y a une demande, il y a une attente sociale. Un peu comme vous avec votre grand-père. Voilà, je pense qu'il y a aussi Pierre Myrno m'a fait cette quête très émouvante de ses origines familiales, enfin de ses origines, de ce qui s'était passé pendant la guerre avec sa famille. C'était son père. Là, c'est mon grand-père. Alors il y a peut-être une distance en plus, une neutralité qui utile à l'historien pour dépassionner peut-être le sujet, en faire une matière moins chaude, alors qu'elle l'est immensément, puisque à chaque étape de mon enquête, j'allais d'émotion en émotion à la découverte de mon intimité familiale, de ses non-dits et de la personnalité riche et paradoxale de ce grand-père pour lequel, au final, malgré sans doute ses errements, j'éprouve une infinie tendresse.